Donc, c'est parti. Donc, officiellement, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le développement durable en entreprise. Je me présente, Nicolas Gagnon, je suis directeur général du Centre québécois de développement durable. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie d'une série de webinaires qui va être produit dans le cadre du projet Impact, qu'on va vous parler dans quelques instants, et qui s'intitule particulièrement comme webinaire « Le développement durable comme levier d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre ». Comment ça se traduit en entreprise. Donc, ça s'inscrit dans le projet Impact, comme je disais, qui a comme slogan vers une économie responsable et durable en Atlantique et qui vise à accroître la performance et la compétitivité des organisations dans les communautés francophones et acadiennes en les aidant à mieux se positionner face aux nouvelles attentes du marché et de la société en général en matière de développement durable. Donc, il y a un volet du projet qui est de l'information, de l'organisation d'événements. On va en parler plus en détail, là. Mon collègue Jonathan Dufault va en parler plus en détail tout à l'heure. Mais sachez que c'est un projet qui est réalisé avec les partenaires suivants, le Réseau de développement économique et d'employabilité, le REDE du Nouveau-Brunswick, le REDE de l'île du Prince-Édouard, Horizon TLM à Terre-Neuve-Labrador, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le CDN, et le CQDD, le Centre québécois de développement durable, le REDE Canada, et également comme partenaire financier, l'Agence de promotion économique du Canada, l'APK, et le Secrétariat québécois aux relations canadiennes. Donc, je m'arrête là pour ce qui est du projet Impact. On va vous en parler plus en détail tout à l'heure. On a décidé de faire une formule très brève, là, 45 minutes, parce qu'on sait que les gestionnaires d'entreprise sont souvent très occupés. Donc, 45 minutes avec vous, ça nous amène plus ou moins autour de midi et quart, midi et 20. Si on peut déplacer un petit peu là, en lien avec le retard qu'on a pris. Midi et quart à l'heure avancée de l'Atlantique, pour les Québécois qui nous suivent vont comprendre pourquoi. Donc, au niveau de l'horaire, on a eu une petite modification de dernière minute. En fait, Mme Michèle Roy devait intervenir. C'est une spécialiste en gestion des ressources humaines. Malheureusement, il y a un membre proche de sa famille qui a été hospitalisé et elle a dû décliner. Donc, on lui souhaite bon courage. Et je vais la remplacer ce matin là, pour faire un petit état de situation rapide là, sur le lien entre gestion des ressources humaines et développement durable. Ça va être suivi par une intervention d'Émilie Godreau, qui est présidente d'Hélice du Lac-Saint-Jean. Je vais avoir l'occasion de vous présenter cette leader-là dans quelques instants. Mon collègue Jonathan Dufault, qui est coordonnateur atlantique du projet Impact, va vous présenter plus en détail les opportunités en lien avec ce projet et ça va se terminer avec une période de questions. Donc, le tout de manière très brève, là, avec une cible de midi et quart, midi et 20. Donc, sans tarder, je vous fais une brève présentation pour situer le développement durable, en quoi c'est un levier d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre sur la base de certaines statistiques qui ont été publiées au cours des dernières années. Donc, je fais avancer mon PowerPoint. Peut-être d'abord, très brièvement, le développement durable en entreprise en quelques secondes. Là. En gros, quand on parle de développement durable en entreprise, l'approche qui est proposée dans le cadre du projet Impact, c'est une démarche stratégique de développement durable, donc un processus d'amélioration continue qui touche des volets économiques et financiers de l'entreprise, mais aussi des volets sociaux, très liés à la gestion des ressources humaines, des volets économiques liés à l'implication dans la communauté, et des volets environnementaux qui touchent entre autres les GES, les gaz à effet de serre, la gestion des matières résiduelles, l'eau, l'énergie, etc. Donc, en bout de ligne, une démarche qui permet de faire en sorte que l'entreprise adopte des pratiques d'affaires éco-responsables, qui lui permet d'être davantage responsable, d'être un meilleur citoyen corporatif, et en bout de ligne, faire en sorte que l'entreprise réduise son impact sur l'environnement, réduit ses émissions de gaz à effet de serre, utilise des technologies plus propres, comme vous pouvez le voir avec cette petite illustration là, de Novetic, qui mettent de l'avant des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines pour favoriser la diversité, entre autres l'inclusion, offre des produits plus éco-responsables, s'implique dans la communauté, etc. Donc, grosso modo, on parle de développement durable en entreprise ou mieux connu comme la responsabilité sociale des entreprises. C'est vraiment le sujet aujourd'hui et Émilie va nous en parler plus en détail. Donc, attendre la main-d'œuvre, très brièvement, en quoi c'est un levier d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre? D'abord, vous le savez, c'est un enjeu, l'enjeu de la main-d'œuvre qui touche tout le Canada, mais particulièrement les provinces atlantiques.
plus que les autres. Un signal intéressant par rapport au lien entre le développement durable et la main-d'œuvre vient le premier portrait qui a été fait sur les aspirations de la main-d'œuvre au Québec. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut généraliser à l'échelle canadienne, dans la mesure où c'est un portrait qui a été fait auprès de plus de 6000 répondants au Québec. Et ils ont fait cette étude-là, ils ont fait 5 grands constats pouvant alimenter la réflexion sur l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre. Et un de ces 5 constats-là est l'importance accordée par la main-d'œuvre à la responsabilité sociale d'entreprise, donc dans le fond, le développement durable en entreprise, le bilan environnemental et le bilan éthique d'un employeur. Et ça, c'est toute génération confondue. Donc, un premier signal vraiment intéressant, avec un chiffre à retenir, 85% de la main-d'œuvre au Québec trouve que la responsabilité sociale d'une entreprise est importante. Un autre chiffre intéressant, si on regarde davantage les milléniaux, selon une autre étude qui date de 2019, celle-là, 87% des 18-34 ans trouvent que c'est important d'évoluer dans une organisation qui améliore la société, donc qui contribue positivement, qui donne du sens à leur travail. Et pour 85% de ces milléniaux-là, c'est important pour eux de prévenir la pollution, protéger l'environnement, respecter davantage la planète. Un chiffre intéressant également qui vient plus du côté des illéniaux, les jeunes qui sont en train de faire progressivement leur entrée sur le marché du travail, parlent de 98% veulent travailler selon leurs valeurs. Et 91% veulent protéger l'environnement. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de l'importance accordée à ces nouvelles considérations-là de la part des jeunes. Un autre chiffre intéressant qui nous vient d'une autre étude qui a été faite à l'échelle canadienne, 51% des chercheurs d'emploi canadiens seraient influencés par les mesures durables d'une entreprise lors du choix d'un nouvel employeur. Donc, je pense que c'est à considérer. Évidemment, il y a d'autres leviers, le salaire, le logement, l'accès à certains services dans la communauté où l'entreprise est installée. Mais ce qu'on vous démontre ici, c'est l'importance associée, moi je pourrais dire le positionnement stratégique pour une entreprise de se doter d'une stratégie de développement durable pour mieux se positionner en termes d'attraction et favoriser la rétention de la main-d'œuvre. Un autre chiffre que je vous présente, un sondage qui a été fait cette fois-là à l'international, peut-être pour démontrer en bout de ligne que ce n'est pas un enjeu qui est propre au Canada. Une étude qui a été faite en 2022 dans 10 pays avec 16 000 répondants. Et parmi les personnes qui ont changé, c'est des gens qui ont changé d'emploi au cours de la dernière année, près d'1 sur 3 a accepté un salaire inférieur pour travailler dans l'entreprise, qui était une entreprise qui était axée sur le développement durable, une réduction moyenne et cette réduction-là correspondait à une diminution de salaire de 28% annuellement. Donc, on voit que même un salaire moins élevé, si l'entreprise se démarque par rapport à ses pratiques plus éco-responsables, ses pratiques d'affaires plus éco-responsables, c'est un levier d'attraction, clairement. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, mais c'est certain qu'une entreprise qui cherche à attirer des jeunes talents doit se poser la question sur c'est quoi les aspirations des jeunes aujourd'hui. Et c'est clair que les valeurs des jeunes qui ont été notamment forgées par l'éducation qu'ils ont eue, puis une plus grande sensibilisation sur certains enjeux comme les changements climatiques, fait en sorte que c'est un levier déterminant pour attirer la main-d'œuvre. Je m'arrête là pour le petit topo très rapide et on poursuivrait avec Émilie. Puis je vais prendre le temps de présenter brièvement Émilie. Je vais demander de m'envoyer un petit résumé et elle m'a envoyé 3-4 informations. Je suis allé creuser un petit peu plus parce que je voulais que vous compreniez davantage l'entrepreneur. Donc, Émilie Godreau est diplômée en tourisme du Cégep de Saint-Félicien et en marketing de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle est propriétaire et présidente de Délices du Lac-Saint-Jean, qui est aussi un économusée de la confiturière. Tu me corrigeras, Émilie. Elle est productrice de bleuets sauvages biologiques. Et elle a notamment été jeune agricultrice de l'année au Québec en 2017. Et elle est aussi connue au Québec là, pour avoir été à l'émission Dans l'œil du dragon en 2016. Elle est impliquée sur plusieurs conseils d'administration. Elle est notamment secrétaire du conseil d'administration de l'Alliance d'industrie touristique au Québec, le regroupement de l'ensemble des associations touristiques régionales.
Elle est présidente du conseil d'administration du réseau Économisé. J'ai la chance de l'avoir sur mon conseil d'administration et plusieurs implications dans sa communauté et également maman à temps plein et leader reconnu en développement durable. Donc, je m'arrête là et on va y aller avec un échange. Donc, Émilie, première question. Peux-tu nous parler comment le développement durable s'est intégré dans ta stratégie d'affaires? Bien, tout d'abord, merci beaucoup pour la brève présentation. C'est gentil, Nicolas. J'y vais avec blague parce qu'on se connaît bien. On est amis depuis ce temps-là. Je pense que Nicolas, ce qui est le fun, c'est qu'il a définitivement vu mon évolution comme présidente de mon organisation principalement. Donc, il a vu l'entrepreneur que j'essayais de devenir parce qu'il n'y a pas de HEC, là, hein? Il n'y a pas de hautes études commerciales à l'intérieur de mon bilan scolaire. Pourquoi je fais un aparté là-dessus, c'est que j'avais besoin de trouver mon mode de gestion, quelque chose qui me ressemble davantage comme gestionnaire parce que je ne suis pas une entrepreneur à tout prix. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut davantage que je croie en la mission de l'organisation, puis il faut que ça soit cohérent avec l'ensemble de mes valeurs personnelles pour arriver à orchestrer là, les opérations d'une entreprise comme la nôtre qui a eu une croissance très, très, très rapide dans les dernières années. J'y viendrai un peu plus tard. Comment le développement durable s'est intégré à nos pratiques d'affaires? Bien, c'est aussi simple que je vais vous faire une petite aparté sur qu'est-ce que Délices du Lac-Saint-Jean. On était une micro-entreprise en 2014. On a racheté une entreprise, quand je dis on, c'est avec ma mère et ma sœur, donc c'est une entreprise familiale. On a racheté une entreprise qui était déjà opérationnelle depuis 1999. De 1999 à 2013, on a des volumes d'affaires, bon an, mal an, année sur année, d'à peu près 75 000 au bilan, là, donc rien de assez exceptionnel pour séduire des financiers. Donc, ce qui aura apporté en 2014 beaucoup de passion et de conviction pour mener à terme ce projet-là. Donc, la relève d'entreprise. Donc, nous, ce qu'on a fait, puis ce n'était pas une entreprise apparentée, ce qui amène quand même un lot de complexité, là. Donc, il n'y avait pas de financement possible au niveau des anciens promoteurs et tout ça. Donc, on a repris. Ça a pris plus d'1 an là, pour rattacher le financement et tout ça, mais en 2014, on a racheté Délices du Lac-Saint-Jean, qui est une entreprise qui opère en transformation de bleuets sauvages. On avait cet amour-là pour la production de bleuets parce qu'on est producteur de bleuets depuis plus de 35 ans dans ma famille. On était en train de faire des changements radicaux au niveau de la production, donc on passait de conventionnel à biologique. Puis, la deuxième et troisième transformation dans une entité complètement différente, elle était complètement pauvre financièrement. Là. Donc, notre première crise qu'on a dû vivre avec Délices, c'est une crise économique. On avait besoin de trouver des solutions pour être plus rentable puis augmenter nos volumes d'affaires sans contrepasser nos valeurs éco-responsables. Puis ça, c'est pas nécessairement facile parce que souvent, l'éco-responsabilité, elle coûte cher dans un sens. Il faut juste apprendre à l'analyser de façon différente. Donc, la première crise, pourquoi on est venu qu'à apporter ce mode de gestion-là chez Délices? En 2016, on a participé à une cohorte du Centre québécois en développement durable, qui était une toute nouvelle entité. Hein, les gens, toute nouvelle. Les gens ne connaissaient pas beaucoup le CQDD. Puis, nous, on a été inspirés par des leaders dans notre région qui avaient emboîté le pas. Je me rappelle, c'était un dîner-conférence exactement comme on fait là, de façon présentielle à l'époque. Puis, on nous avait vendu le côté, oui, environnemental, mais notre empreinte environnementale avec 100 000 de chiffre d'affaires n'était pas énorme. Là, c'était vraiment plus une vocation économique qu'on nous a vendue à l'époque là, par Paul Pomerleau de chez Nutrinor. Donc, il nous parlait de toutes les économies qu'il avait réussi à faire, les économies financières, en mettant en place un mode de gestion de développement durable en entreprise. Donc, nous, on a emboîté, on a fait partie de la première cohorte. Puis là, moi, je suis littéralement tombée en amour avec les procédures, en fait, on économisait pour pouvoir un jour se payer des fiscalistes pour nos coûts de revient. Pour pouvoir des éco-conseillers, pour pouvoir se payer des gens en graphisme ou en communication. Puis finalement, quand on a fait notre politique en développement durable, puis qu'on a fait l'analyse cartographique de l'ensemble de l'entreprise, on a abordé chacune des problématiques de l'entreprise, puis on a commencé à mettre un plan d'action avec l'agent qui nous suivait à l'époque. Fait que finalement, on a réussi à contrepasser tous les besoins de spécialistes dont on requérait des services sur du long terme dans une seule et même manœuvre, c'est-à-dire celle de mettre en application notre politique en développement durable et devenir conscient. Parce que c'est la conscientisation qui a été davantage cruciale chez nous lorsqu'on a fait l'analyse de nos opérations. C'est d'être conscient de qu'est-ce qu'on peut réduire, qu'est-ce qu'on peut bonifier, puis comment on peut mieux communiquer. Donc, je te dirais que, je ne sais pas si je suis trop vague, mais en fait, pour nous, la politique en développement durable, pourquoi on l'a essayé, on l'a littéralement adopté. Donc, depuis 2017, ça fait partie de notre processus de gestion.
On a une planification stratégique parce qu'on a besoin des objectifs sur du long terme, mais pour nous, le modèle de gestion day-to-day, c'est définitivement notre politique qui l'amène. Est-ce que je réponds bien à ta question? Oui, c'est parfait. Merci, Émilie. Et dis-moi, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de pratiques d'affaires éco-responsables ou Oui. d'initiatives que vous avez mis de l'avant au sein de l'entreprise? Ça va être un peu comme ça vient à ce niveau-là. En fait, des exemples là, aussi banals soient-ils que du regroupement d'achat. Chez nous, là, le regroupement d'achat, c'était crucial. On avait besoin. Mettons, tout à l'heure, je vous parlais, si on nous prenait un fiscaliste ou quelqu'un spécialisé en coût de revient. Au final, quand on a fait notre politique en développement durable, on s'est rendu compte que nos procédures d'achat à l'interne n'étaient pas bien, n'étaient pas correctes. Ça demandait un peu plus d'investigation. Donc, on l'a investigué avec notre agent à l'époque du CQDD. Puis là, on s'est rendu compte qu'on pouvait penser différemment en procédure d'achat. En procédure d'achat, chez Delis, ce qui nous a sauvés financièrement, initialement, c'était d'aller voir comment on était capable d'améliorer la qualité du produit que l'on achetait en réduisant le coût de cette matière première-là. Ce qui est difficile, hein? Tu sais, d'emblée, tu te dis, ben, je ne peux pas augmenter la qualité puis en même temps réduire le coût. On est allé frapper à la porte des grands distributeurs de produits de qualité. Exemple, sucre de Cameroun. Un sucre de Cameroun, full qualité, équitable, biologique, qui était distribué par une entreprise qui, normalement, ne vendait pas à notre volume d'affaires. Ça prenait des comptes clients, mettons, à partir de 2 palettes par commande. Puis là, nous, à l'époque, 2 palettes, c'était trop imputable au niveau de l'entreprise financièrement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des regroupements d'achat au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis voire même au Québec. Hein, on a contacté des entreprises qui achètent du sucre de Cameroun. On leur a proposé le deal. Notre objectif, là, c'était pas de faire de l'argent sur la distribution du produit, du nouveau sucre de Cameroun. C'était d'augmenter notre qualité d'intrant en réduisant son approvisionnement, en réduisant son apport économique. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, on faisait des achats où est-ce qu'on achetait plus, mais qu'on divisait tout de suite la facture, puis on réduisait les coûts de transport par le paiement, et puis on livrait une adresse au lieu de livrer à plein d'adresses. Autant environnemental que social, parce qu'on s'est fait des amis au travers ça au niveau de nos pratiques d'affaires, que économique, mais on avait tout à gagner de cette nouvelle procédure. Ça, c'est venu par un questionnement lorsque l'on a fait l'analyse de nos façons de faire chez Delis par le biais de l'obtention d'avoir une politique environnementale. Intéressant, intéressant. Puis, si je me souviens, votre passage du sucre biologique au sucre biologique équitable, c'était un gain de réduction de coût de l'ordre de 10 000 à l'époque à l'année. Exactement. On réduisait là, entre 10 et 15 000 parce qu'on a eu aussi une croissance cette année-là au niveau de la transformation, mais 10 à 15 000 sur une année où ton volume d'affaires, c'est bonhomme maintenant 95 000. C'est la capacité, puis c'est encourageant comme gestionnaire de prendre des tournures comme celle-là, de se créer un réseau associatif d'affaires, puis, en plus d'avoir des. Tu sais, ça concordait avec toutes les valeurs qu'on essayait de mettre en place. Mais oui, c'est le premier salaire, en vrai, que je me suis versé, c'est l'économie du sucre de Cameroun. Et aujourd'hui, on a encore les mêmes fournisseurs qu'à l'époque, parce qu'on a réussi à créer un lien d'affaires qui était rempli de valeurs. Tu sais, eux, ils comprennent. Ils sont encore conscients de ce qu'ils ont été comme fournisseurs dans notre réalité. Tu sais, pour eux autres, c'est comme, ben, on a aidé un peu une petite entreprise à gravir, parce que normalement, ils ne faisaient pas ça, passer des commandes, tu sais, ils vendaient ça au full load, là. On ne parlait pas des mêmes équations. Ni bon an, mal an, mais ils croient avec nous. On est dans notre processus d'accroissement, de croissance d'entreprise. Puis maintenant, ben, ils viennent nous rencontrer, puis parce qu'on achète plus pour Délices, parce qu'on transforme mieux puis on transforme plus. Donc, tu sais, on crée aussi tout le côté social de l'entreprise à travers ça. Ils sont des ambassadeurs. Quand ils ont des entreprises, eux, à mettre de l'avant, ben, ils nous font une sorte de marketing, une publicité. Ils parlent de notre cas. C'est des choses qu'ils ont répétées, voire même au Canada. J'ai rencontré notre vendeur la semaine dernière. On l'a proposé en Alberta, on l'a proposé en Colombie-Britannique sur des collectivités qui sont plus au nord, puis sur lesquelles les transports sont moins accessibles, les coûts sont plus élevés. Donc, on a réussi. Tu sais, moi, c'est une fierté extraordinaire de dire, ben maintenant, ce petit modèle d'achat-là, qui est banal, là, on s'entend. Moi, j'ai pas inventé un bouton à 4 trous, là. Mais mon fournisseur s'est inspiré de notre étude de cas pour pouvoir l'appliquer dans d'autres collectivités. Donc, il y a d'autres entreprises qui ressemblent à des listes qui vont bénéficier du même style de regroupement d'achat. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est un exemple de pratique éco-responsable qu'on a adopté maintenant quand on parle de ressources humaines. À un moment donné, on a fait une politique de développement durable amicalement chez Delis avec l'équipe de gestion. Puis, on s'est dit, ben, pas juste l'équipe de gestion, toute l'équipe Delis, on s'est dit comment on est capable d'avoir une politique en développement durable adaptée à notre main-d'œuvre.
Ça a l'air banal. Fait que c'est comme si on faisait le travail en double maintenant. Mais c'est récent, ça fait à peu près 6-7 mois qu'on a mis ça en application. On fait des achats groupés pour les employés chez Delis. On est une entreprise artisanale, mais c'est sûr que nos capacités. Moi, je veux du capital humain qui vaut des gestionnaires d'hydro. J'ai des ambitions extraordinaires, mais je n'ai pas les moyens financiers pour me les procurer. Sauf que je suis allée chercher et recruter des gens extraordinaires avec des capacités duquel j'ai besoin chez Delis, en leur proposant une politique en développement durable pour les employés chez Delis. Ce que je veux dire là-dedans, c'est on fait des achats groupés maintenant. On a des biens de consommation courante qu'on utilise à la maison. Tout le monde, là, papier choutou, papier hygiénique, du sucre, du miel, des fournisseurs, des produits, bref. On a dénombré plus de 28 articles que l'on achète de façon récurrente à la maison, que maintenant, on commande via Delis. On commande via Delis pour réussir à réduire ces frais fixes-là à la maison pour nos employés. Donc, admettons qu'on avait un budget familial de l'ordre de 3 000 avant pour le type de produit que l'on offre via notre carnet de commande chez Delis. Bien, dans la façon achat Delis version employé politique en développement durable, ça leur coûte 1 200. Donc, c'est pas du net. Je ne le verse pas en paye. Je comprends. Mais ils font des économies. Puis ça les intègre. Tu sais, c'est aussi quelque chose qu'ils perdent sur le carte de chez Delis. Donc, ça vient avec, on est employé chez Delis, voici le carnet de commande que tu peux commander avec lequel tu fais des économies de groupe si tu contribues. Tu n'es pas obligé, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, Intéressant. on le fait doublement. On le fait pour nos employés. On a plein d'autres exemples comme ça pour les employés. Puis on le fait parce que, tu sais, là, la mode est on offre des chaussures de sport, des abonnements au gym. On a toute la même réalité. Là, des jeunes professionnels qui ont énormément de temps, j'en connais pas beaucoup. Donc, on essaie de pallier puis d'aller là où on va réduire au moins le frais fixe à domicile pour nos employés. Puis ça les implique chez nous pour un plus long terme. Ça fait en sorte qu'ils font partie de l'équipe, mais c'est plus difficile de se retirer de ce regroupement-là par la suite. Intéressant, intéressant. Puis je pense qu'on aurait pu faire la présentation juste sur les initiatives en développement durable que vous avez faites. Là, je trouve ça intéressant, ce que tu parlais là, au niveau de l'achat, l'approvisionnement responsable et ce projet-là de permettre aux employés de bénéficier de certains achats à prix réduit de la part de Delis pour les employés. Ce type d'initiative-là, honnêtement, je ne l'avais jamais entendu. C'est vraiment intéressant. Moi, je serais curieux de savoir, étant donné qu'on est beaucoup sur le sujet de la rencontre et sur l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre, comment tu vois ce levier-là au niveau de l'attraction d'abord? Parce que, bon, je t'ai déjà entendu dans des conférences parler comment ça t'avait permis de rentrer chez IGA Sobeys, dans toutes les IGA Sobeys du Québec, avec ta stratégie, ta politique de développement durable. Mais au niveau de la main-d'œuvre, comment tu le perçois comme levier d'attraction de la main-d'œuvre? L'avantage qu'on vit, que je vis, c'est que la politique en développement durable chez nous, elle est implantée en entreprise depuis 2017. Donc, on a travaillé en 2016-2017. Je dirais qu'on était au début de la crise, dépendamment, mais on était un peu au début de la crise de la main-d'œuvre. On voyait que les gens avaient de la difficulté, tout ça. Puis, comment je peux dire? Ça m'a servi d'avoir une politique à cette époque-là parce que pour moi, une politique en développement durable, c'est d'être conscient de qui je souhaite être dans la vie aussi comme gestionnaire, puis comme entreprise, comment je vais me positionner comme leader. Puis à un moment donné, quand on a eu une fois de la difficulté à recruter, je me suis dit, moi, je préfère, parce qu'on avait des candidatures, mais elles ne répondaient pas aux aspirations. J'ai l'air hautaine là, de dire ça, mais elles ne répondaient pas aux aspirations de l'équipe qu'on avait en place. J'avais l'impression que d'introduire une ressource qui n'avait pas les qualifications pour le poste, bien que ça aurait été mieux que personne. Ça allait nuire au reste de l'équipe. Ça allait devenir inégal pour le reste de l'équipe qui, elle, est à la hauteur des compétences qu'on a besoin pour chacun des postes. Je ne sais pas si je suis claire, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'à un moment donné, je me suis posé la question comme gestionnaire, est-ce que je préfère vivre une décroissance d'organisation qu'une croissance mais pas avec les bons acteurs? Et la réponse est oui. Donc, on s'est dit, bien, c'est beau. On a mis un hold sur les projets de développement. Ça ne paraît pas, parce qu'on a quand même évolué rapidement chez Delis, mais on a fait le choix. Puis ça, la reconnaissance que j'ai eue au sein de l'équipe. J'ai jamais signé de cessation d'emploi chez Delis jusqu'à maintenant. Ça, c'est quand même déjà en 10 ans, là, de n'avoir jamais. Bon. Fait que ça, c'est quand même évocateur, je pense, pour les gens qui écoutent cette conférence-là, parce qu'on fait les choix d'équipe. On est mieux avoir les bons coéquipiers à une vitesse plus lente qu'avoir des mauvais coéquipiers, puis d'aller tout proche, puis devoir
tout rebâtir en fil de route. Puis d'avoir un roulement de personnes qui instabilise, ça crée après ça. Hein. Tu sais, quand tu as 3 personnes qui passent sur un même poste dans une durée, je ne sais pas, au moins d'1 an, mais on dirait que les autres autour se disent, ben, attends, ils vont peut-être essayer autre chose. Moi, je l'aimais, elle est partie, tu sais, je sais pas si vous comprenez, ça crée un effet de mouvement. Et moi, c'est un effet de mouvement que je ne veux pas. Moi, je veux un effet de mouvement à l'intérieur de l'organisation qui va faire en sorte que les personnes vont pouvoir aspirer à d'autres postes à l'intérieur de l'organisation. Ça, oui, définitivement. De la rétention de main-d'œuvre. Mais pour ça, des fois, il faut que les gens acceptent qu'ils ont des défauts, des qualités. Mais aussi, pour l'accepter. Des fois, ils vont viser des postes que ça ne correspond pas, mais on va créer d'autres postes. On va créer des postes pour pouvoir répondre mieux. Fait que dans le fond, l'organigramme rigide que l'on connaît de l'époque, qui était un organigramme avec des cases, puis avec des postes, puis tu essayais de rentrer les gens à l'intérieur, puis tu avais plein de CV, puis tu essayais plein de gens à l'intérieur, ça fonctionnait, mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Maintenant, tu prends les gens que tu as, puis tu crées des postes en fonction, pour moi, tu crées des postes en fonction des gens qui arrivent dans ton écosystème. Tu trouves comment, est-ce que tous ces gens-là sont capables aussi de faire grandir d'une façon différente? C'est pas parce que c'est pas mon point de vue, ça peut pas être contaminant, puis me dire, ben, puis après ça, ben, c'est sur des ententes de 3 mois. On se dit, ben, écoute, je te donne 3 mois pour me démontrer que ce que tu me proposes comme poste, ça fonctionne puis ça te convient. Si ça fonctionne pas, on va créer un autre poste, puis on va essayer d'y aller dans un autre sphère. Souvent, on sait pas Intéressant. le profil psychométrique. Oui, c'est sûr que ça peut être super important et intéressant. Mais sinon, ben ouais, c'est un peu notre façon de créer de l'attractivité. On honore les gens. Puis en fait, le fait qu'on soit vrai, ça crée une différence. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que il y a des organisations que moi je vois, que j'ai vues, se sont improvisées un peu, gestionnaires avec des politiques en développement durable, ça paraît. Fait que c'est important que ça soit vrai. Ça, c'est intéressant, tu dis que ça paraît, tu sais, tout le côté, il faut que les bottines suivent les babines là, par rapport à une démarche de développement durable, parce que ça peut être un levier d'attraction, mais si les gens se rendent compte que c'est pas vécu réellement dans l'entreprise, ça peut avoir un effet inverse. Tu sais, tu parles de, tu as eu à remercier personne depuis que tu as parti de l'entreprise, aucune mise à pied, mais inversement, est-ce que tu as vécu des départs? Les organisations vivent beaucoup de roulement de personnel. Puis est-ce que par rapport à ça, tout le côté rétention, mobilisation des employés, tu l'as senti en lien avec ta stratégie de développement durable? J'oserais dire qu'il n'y a que moi qui l'ai ressenti. Dernièrement, j'ai vu un épisode parce que c'est sûr que quand on apporte beaucoup de changements, puis chez nous, dans les 6 derniers mois, on a relocalisé l'entreprise, on a quadruplé sa surface d'opération, on a créé beaucoup de changements, ce qui a créé un nombre de chocs là, pour n'importe quel humain, voire même nous aussi. Donc, moi, je l'ai vécu. Les gens se confiaient plus, c'était plus dur, c'était incohérent, c'était plein d'émotions, on est 9 femmes aussi, là. Il y a la réalité que bon, le changement m'a percuté à travers les RH, à travers puis là, moi, constamment, je faisais plein de lectures sur comment je vais être capable d'être un meilleur leader pour les accompagner. J'ai l'impression que tout est en train de s'écrouler. Il y a eu un moment où je ne vous ferai pas de cachette, là, j'avais l'impression que tout allait tomber, puis de vouloir répondre aux besoins de chacun des employés chez nous, c'était très difficile. À un moment donné, on a fait une petite activité, tout le monde ensemble, pour se dire, OK, là, comment on est capable tout ensemble de réussir à aller vers l'avant, puis bon, c'est échanger, communiquer, partager les valeurs, et on a redéfini les valeurs de l'organisation. Donc, il y en avait pour qui les valeurs de l'organisation, c'était la croissance économique. Puis bon, puis je vois un peu, là, c'est pas nécessairement ça, tu sais. Dans le fond, on ne veut pas croître à tout prix. Là, on voulait faire du maintien de bonne qualité de vie en milieu de travail par le plan de nos bonifications. On n'a jamais demandé à la production de produire 4 fois plus, mais eux autres, c'est ce qu'ils avaient compris. Qu'en quadruplant la transformation, il faudrait quadrupler les transformations. Mais non, la production en tant que telle, puis quadrupler les ventes, tout ça. Fait que, il a fallu communiquer, il a fallu ramener ça, il a fallu se réécrire une mission avec des valeurs qui sont claires et qui sont propres. Puis ça a été long de faire ça dans le moins bon timing de l'année, c'est-à-dire j'étais en période de première semaine de bleuet, de récolte de bleuet, avec saison touristique, puis fin de travaux, là, de chantier. C'était épouvantable. Non, c'est pas le temps, là, tu sais, j'ai des gens, j'ai des anciens gestionnaires autour de moi qui m'ont regardé et m'ont dit, Mélanie, tu peux pas prendre 3 jours et arrêter toutes tes opérations là pour sécuriser tes RH pour tout le monde soit heureux, là, parce que là, tout va se ben, on va le faire. Parce que si eux sont pas heureux, si elles ne sont pas heureuses dans les environnements de travail, ben, c'est bien C'est beau, intéressant. par contre, ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, c'est là où je veux dire, ça paraît quand c'est pas vrai. Tu Oui, sais,
Je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à revoir les valeurs, parce que c'est un des premiers enjeux là, d'actualiser la mission, vision, valeur en cohérence avec la stratégie de développement durable en bout de ligne, là, selon la norme BNQ 21000. Donc, je trouve ça intéressant ton partage dans ce sens-là. Dernière question pour toi. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux gestionnaires qui ont de l'intérêt de suivre tes traces là, par rapport à mettre en place une stratégie, une démarche de développement durable, puis se mettre à intégrer ces nouvelles considérations-là dans leur pratique d'affaires? Est-ce que tu aurais un ou des conseils à leur donner? Mon premier conseil, c'est de s'occuper du temps pour le faire. Puis ce temps-là, là, je suis pas meilleure que l'autre, mais c'est plus difficile. On est en train de faire une certification de l'UNICEF pour des normes de tourisme durable mondial à l'heure actuelle chez Delis. Puis je trouve que là, je suis même pas le bon ambassadeur pour ce premier conseil-là, mais il faut se donner le temps de le faire, il faut se donner le temps de bien l'incarner, puis y croire définitivement. Puis si vous n'êtes pas la meilleure ressource chez vous pour pouvoir incarner justement ce mode de gestion-là, ben, prenez une adjointe administrative qui est là. Prenez le profil de l'employé que vous avez à l'interne qui est là, puis qui va déployer du temps pour pouvoir l'impliquer, puis vous envahir de ces notions-là parce que c'est un incontournable. On est en 2023, on vit des crises, hein, main-d'œuvre, économique, inflation, planète, environnementale. Nous aussi. C'est pas elle qui va s'adapter, c'est nous qui allons nous adapter à ce qui est en train de devenir cette espèce d'univers mondial-là qui, bon, il faut absolument, c'est un impératif, prendre le temps de revoir nos pratiques d'affaires à toutes les échelles. Et la meilleure façon que moi, j'ai pu trouver, là, j'ai l'impression d'être payée par le CQDD, mais c'est pas le cas, là. Dans le fond, la meilleure façon que moi, j'ai pu trouver, c'est d'apporter en entreprise une politique en développement durable, d'incarner un mode de gestion qui est propre à mes valeurs fondamentales, mais qui aussi correspond à l'ensemble de l'environnement externe. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. On est mieux de s'adapter. C'est définitivement ça. Pour moi, le meilleur conseil, c'est prendre le temps de faire une politique en développement durable, adaptée et de la communiquer. Parce que je connais aussi beaucoup de gestionnaires qui sont des extraordinaires. Ils ont des politiques béton, c'est merveilleux, ils ont tout fait de travail. Ils ne communiquent pas. Ça coûte cher. Puis nous, on a réduit de plus de 60% le budget marketing en augmentant nos communications en lien avec le développement durable. On a besoin de parler moins parce qu'on parle mieux de ce que les gens ont le goût d'entendre. Puis ça fait de nous en même temps une culture d'entreprise qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie, qui transcende des valeurs humaines, qui va jouer sur notre attractivité au niveau de la main-d'œuvre. Tout est dans tout là, au niveau de ça. J'aurais envie de vous dire, si vous n'êtes pas la meilleure personne, déployez-le auprès d'une ressource chez vous à qui vous allez octroyer du temps pour le faire et que vous allez vous laisser contaminer. Et au final, il faut le communiquer. Très important. Intéressant. Merci beaucoup, Émilie, pour ce partage. On te garde parce qu'il va y avoir une période de questions à la fin, mais vraiment toujours inspirante comme d'habitude. C'est un plaisir de pouvoir, si je peux contaminer ne serait-ce qu'un ou deux gestionnaires à travers tout ça, ça va me faire le plus grand plaisir. Merci. Donc, on continue. Le temps file. Donc, rapidement, j'introduis mon collègue Jonathan Dufault, qui est coordonnateur atlantique du projet Impact. Très rapidement, Jonathan est diplômé d'une maîtrise en sciences politiques et d'une maîtrise en développement économique local qu'il a réalisé en France. Il a passé 15 ans dans le sud de la France à accompagner les entrepreneurs dans le projet de démarrage d'entreprise, développement, transfert. Il a notamment, durant la COVID, animé un nouvel incubateur de projets éco-engagés en Bretagne. Et il est arrivé au Canada depuis plus de 2 ans. Et il est maintenant, comme je disais, coordonnateur atlantique du projet Impact et également conseiller en développement durable pour les entrepreneurs francophones dans leur stratégie de durabilité au sein du REDD Nouveau-Brunswick. Donc, Jonathan, à toi la parole. Merci Nicolas. Donc oui, je voulais en tant que coordonnateur présenter rapidement ce nouveau programme qui a été officiellement inauguré en avril 2023 et va durer au moins 3 ans de plus. Donc rapidement, le programme Impact vise à implanter, amorcer une démarche stratégique de développement durable dans les entreprises et organismes francophones. Et on peut demander pour quelles raisons on a cet objectif. En fait, c'est parce que le marché évolue très rapidement et a des attentes croissantes en matière de développement durable. Donc, on peut le voir à travers l'évolution de la consommation déjà des Canadiens,
les grands acheteurs, les bailleurs de fonds et la main-d'œuvre. Donc, le sujet d'aujourd'hui s'inscrit dans cette évolution plus globale du marché. En ce qui concerne les consommateurs, on peut citer juste un chiffre, 59% affirment que la durabilité influence leur achat et sont même prêts à 10% de surcoût pour payer ce prix de la durabilité. Les grands acheteurs sont déjà 61%, donc selon l'étude, à avoir recours à l'achat responsable et 35% d'entre eux font déjà signer des codes de conduite à leurs fournisseurs. Pour ce qui est des bailleurs de fonds et des investisseurs, donc ils intègrent de plus en plus les critères d'impact social et environnemental pour octroyer des financements, que ce soit public ou privé. 82% des entreprises canadiennes ont fait mention de ça. Et puis la main-d'œuvre, Nicolas, tu en as déjà parlé en introduction, donc je ne vais pas revenir plus sur les statistiques. L'avantage du développement durable en entreprise et d'une telle démarche, on en a déjà parlé un peu, mais on va essentiellement fidéliser sa clientèle, développer son marché et améliorer son image de marque. Donc ça, c'est important. L'attraction, donc le recrutement plus facile, et puis la fidélisation, la rétention de la main-d'œuvre, c'est un bénéfice dont on parle aujourd'hui, qui n'est vraiment pas à négliger. Je veux citer quand même Micheline Roy, qui aurait dû intervenir aujourd'hui, donc qui avait dans les statistiques quand même 3/4 des millénials de la génération Z, voilà, accordent vraiment une importance à l'aspect durabilité pour choisir leur employeur. Donc c'est absolument énorme et ça va, on le voit, c'est croissant avec les générations. Donc elles cherchent du sens, ces générations, à travers leur emploi. Et le fait d'avoir une politique de développement durable va vous permettre de vous démarquer en tant qu'employeur dans cet objectif. Ça va faciliter l'accès au financement, on en a parlé, la réduction des coûts, de faire une démarche de développement durable va pouvoir maximiser votre productivité, va permettre également une démarche d'innovation parce que vous allez être dans l'amélioration continue. C'est progressif, un entrepreneur ne va pas tout faire d'un coup. Il va phaser, il va améliorer la responsabilité sociale de ses produits, de ses services petit à petit, l'une après l'autre. Et voilà, ça permet aussi de mieux anticiper, mieux gérer ses risques. Quelques éléments incontournables sur une démarche de développement durable. Donc, le diagnostic, ça c'est l'étape numéro 1. On va le faire dans le programme Impact. On va vous aider à faire une auto-évaluation de votre performance économique, sociale, environnementale. Donc, grâce aux outils notamment du Centre québécois de développement durable, les conseillers atlantiques vont vous pouvoir accompagner les entreprises dans chaque province à faire ce travail-là d'auto-évaluation avec une grille qui s'appelle BNQ 21000, c'est la méthodologie, et un outil qui s'appelle l'activateur qui est vraiment très pertinent. La deuxième phase va être les parties prenantes, c'est-à-dire consulter les acteurs avec lesquels l'entreprise est en lien. Ça peut être aussi bien des parties prenantes internes, comme les employés, mais aussi externes, les clients, les fournisseurs de l'entreprise ou tout autre partenaire. C'est vraiment important d'aller chercher justement leur avis pour pouvoir enrichir ce diagnostic et pouvoir mieux cibler les enjeux prioritaires de l'entreprise. C'est après cela qu'on va pouvoir bâtir un plan d'action avec l'entreprise. Donc, le plan d'action va justement se focaliser sur les objectifs prioritaires et peut-être que justement la politique sociale va être privilégiée, donc améliorer le bien-être des employés, améliorer justement le sentiment, voilà, pour les retenir. Mais ça peut être également sur l'économique, ça peut être sur l'environnemental. On ne peut pas tout faire d'un coup, comme j'ai dit, donc il va falloir mettre des priorités. Et une fois réalisé ce plan d'action, bien sûr, il va falloir le mettre en œuvre. On va passer à une phase d'engagement, c'est-à-dire que les dirigeants de l'entreprise ou de l'organisme vont publiquement expliquer, communiquer, créer une charte ou communiquer sur la politique de développement durable qu'ils ont adoptée. Cela va de soi, il va falloir créer un mécanisme de suivi, c'est-à-dire trouver des indicateurs pour mesurer les progrès entre la situation actuelle quand on démarre la démarche et puis comment on va améliorer ces indicateurs au fil des mois et même des années qui vont suivre.
Et la dernière phase, Émilie en a parlé tout à l'heure, c'était la communication des résultats. Il faut jamais, bien sûr, négliger cette phase parce que si vous faites une politique de développement durable, une démarche, il va falloir retourner vers vos parties prenantes pour les informer justement des progrès réalisés. Voilà, être transparent. Donc, je ne veux pas passer plus de temps que ça. Vous avez les éléments essentiels d'une démarche. Pour résumer, le projet Impact, c'est un programme qui s'adresse aux entreprises et organismes francophones de tout le Canada atlantique. On s'adresse aux PME, donc c'est de 2 à 500 employés. Et bien sûr, il faut que les personnes soient prêtes à s'engager dans une démarche stratégique. Donc, c'est gratuit, ce programme est financé par l'APK intégralement et le soutien également du secrétariat québécois en Atlantique, mais on va demander du temps. On va demander un investissement temps puisque vous allez le voir, on propose des formations qui vont vous mobiliser un certain nombre d'ateliers, de journées. Voilà ce qu'on offre, de la sensibilisation. Ça, c'est la première étape. Il faut que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, de quoi il s'agit. Et puis ensuite, on va passer seulement à la phase de formation et d'accompagnement personnalisé. Et notre ambition, c'est de créer, on est en cours bien sûr d'élaboration, mais un guide, un répertoire des experts en développement durable dans tout l'Atlantique, ainsi que des financements. Voilà quelques exemples à l'écran de sujets qu'on pourra aborder en sensibilisation. Voilà, l'attraction d'employés en fait partie comme aujourd'hui. On espère peut-être en automne aborder la gestion des déchets avec le mois de l'économie circulaire, les financements, la gestion d'énergie, de l'eau. Toutes ces choses-là pourront être abordées en webinaire ou en atelier en présentiel dans chaque province. Et pour finir, donc, la formation qui est dans chaque province a une formule un peu différente, mais il y a des éléments transversaux qui sont communs. 15 heures de formation et 25 jusqu'à 100 heures d'accompagnement par entreprise. C'est de l'accompagnement individuel. Dès cet automne, nous lançons nos premières cohortes. Voilà, dans la cohorte qui va être fait, c'est ce que j'ai parlé, donc la démarche de développement durable, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, on vous encourage à vous rapprocher de vos contacts dans chaque province. Donc, vous voyez les coordonnées à l'écran. Et puis, voilà, je voudrais vous remercier à chacun pour avoir participé à notre webinaire. Et puis, je vais repasser la parole à Nicolas pour les questions. Vous avez ici l'ensemble des partenaires que nous remercions, évidemment. Tous les R&D en Atlantique, l'APK et le secrétariat du Québec en Atlantique. Merci, Jonathan. Donc, il est déjà midi 17. On se garderait peut-être un petit 8-10 minutes. Puis en fait, ceux qui doivent partir, bien évidemment, vous êtes libre de quitter. On peut garder un petit peu plus de temps aussi après cette période-là, après un petit 10 minutes, pour d'autres questions, s'il y en a qui ont des questions. Donc, je vous invite à soit lever la main pour poser une question ou encore écrire dans le chat. Une précision, voilà, c'est les entreprises et organismes. Donc, c'est bien aussi les organismes à but non lucratif sont concernés par le programme Impact. Voilà, pour être sûr que tout le monde est bien noté. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y en a qui veulent intervenir, Émilie, je ne sais pas s'il y avait des choses que tu voulais préciser par rapport à ton intervention. Ça peut être... Qu'est-ce que je pourrais bien préciser au niveau de l'intervention? Ben, tu sais, nous, on a aussi revu nos politiques de communication dont on parlait tout à l'heure, puis justement, dont vous venez de faire à partir, M. Dufault. Ben, en fait, par nos communications, on a choisi des canaux de distribution, des canaux de communication par thématique, si on veut. Là. Puis on se retrouve beaucoup au niveau de toutes nos communications en lien avec notre politique en développement durable, mais surtout nos actions durables en entreprise, que ce soit nos implications sociales.
les missions qu'on s'est dotées à l'intérieur, comme le Club des petits déjeuners du Canada, des choses comme ça. Et on les communique maintenant via des plateformes qui sont plus Instagram, Facebook. On utilise de l'infolette quand on veut parler d'une production, d'une nouveauté, quelque chose d'un peu plus commercial chez nous. Puis quand on va vers pas de l'auto, comment je pourrais vous dire? Quand on veut y aller un peu plus à la blague, on est sur tout ce qui s'appelle TikTok et autres trucs comme ça. Donc, on a vraiment choisi nos canaux de communication, puis on s'est rendu compte qu'on bâtit des auditeurs, en fait, en fonction de nos communications. Donc là, il y a beaucoup d'effervescence sur ce qui se passe au niveau de nos communications en lien avec notre politique en développement durable sur nos réseaux style Facebook et Instagram. C'est vraiment là le plus haut taux de succès jusqu'à maintenant, depuis dans l'ensemble de tout ça. Puis, on le communique parce qu'on en est fiers, premièrement, puis deuxièmement, pour que les gens soient conscients, parce que, il y a eu tout un phénomène d'achat local que nous, on a vécu dans notre sphère d'activité, qui n'est pas nécessairement la sphère de tout le monde, mais puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je trouve ça bien chouette, l'achat local, mais je suis convaincue que c'est pas par là que doit passer non plus le canal de commercialisation de ce qu'on fait, parce que c'est pas parce que je suis locale que j'ai le droit de faire n'importe quel choix. Je suis plus dans une optique d'achat conscient que d'achat local. On essaie d'envahir un peu plus les gens à ça, puis d'arriver vers un modèle qui est, il faut arrêter de focuser sur l'achat local. J'ai pas le droit de vous vendre n'importe quoi parce que je suis locale. C'est important de faire la part des choses. Puis on voit qu'il y a un petit peu d'abus à l'heure actuelle. Donc, D'où l'importance d'aller au-delà de l'achat local puis d'aller vers l'achat responsable également. exact. Intéressant, Émilie. Il y a deux questions. D'abord, Léonie Savard qui te remercie, a trouvé ton intervention inspirante et qui te pose la question, Émilie, comment la perception de votre entreprise, de la part de votre entourage personnel et professionnel, a évolué depuis que vous avez entrepris une démarche de développement durable? Puis, comme tu expliquais au début, c'était en amont, mais est-ce que tu as vu cette évolution-là de la perception? Oh, merci Léonie. C'est un excellent sujet, en fait, qu'on n'a pas abordé, mais oui, vraiment, moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup d'entrepreneurs, principalement dans de la coupe forestière et autres, là, c'est plus industriel, mettons. Puis au début, là, en fait, il y avait du jugement. Disons, là, on va se dire les vraies affaires, on est juste entre nous d'abord, là. Il y avait du jugement à l'égard de ça, parce que mettons, je vais dire mon père, là, c'était une façon de gérer bio-grano, là, puis il se demandait où je m'en allais avec ça. Fait que oui, il y a eu du jugement dans mon entourage personnel. Mon conjoint disait, mais tu t'en vas où avec ça? Oui, définitivement. Pourquoi tu compenses tes gaz à effet de serre? Il n'y a personne qui fait ça. C'est des phrases que j'ai entendues. C'est pas des gens qui sont inconscients ou qui sont pas conscientisants à leur empreinte puis de l'état de la planète. C'est juste des gens qui s'éloignent de l'humeur de gestion, mettons. Puis maintenant, mon conjoint a une compagnie de transport, puis on fait la compensation de ces gaz à effet de serre. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais 30 camions là, c'est quand même assez important, mais maintenant, c'est introduit dans son modèle de gestion à lui. Donc, je pense qu'il faut croire et avoir une conviction. Puis niveau professionnel, on a toujours été, je ne veux pas dire admiré, on a souvent inspiré des organisations comme la nôtre ou dans mettons, les chambres de commerce dans lesquelles on est impliqué au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Souvent, il y a des gens qui vont prendre des apartés de nos actions pour dire, on va l'essayer. Parce que de se mobiliser puis de dire demain matin, je fais une politique puis ça devient mon mode de gestion, c'est sûr que ça revoit beaucoup de choses. Puis moi, en vrai, je trouve que j'ai eu de la facilité de le faire. En 2017, on était 4 employés chez Délice. Facile, là. Au début, je pensais qu'on était trop petits, mais non, c'est pas vrai. Quand on est petit, c'est plus facile de vivre une croissance. Premièrement, ça t'appuie dans ta croissance. Puis deuxièmement, tu fais évoluer les actions puis tu développes des mœurs de gestion. Donc, professionnellement parlant, on a toujours été regardé du coin de l'œil de je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, puis je trouve ça le fun. Personnel, jugement au début, puis maintenant, là, nos balises sont faites, puis là, c'est compris, puis on le communique avec notre entourage, puis c'est comme ça répond? Très intéressant. Une autre question de Fabien Poirier. Dans le contexte actuel de l'emploi, les initiatives et les engagements en développement durable devraient-elles figurer en priorité sur les offres d'emploi comme avantage concurrentiel? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que c'est quelque chose que tu considères comme option? Nous, on ne le fait pas sur l'offre d'emploi, mais on le fait en entrevue. Premièrement, on fait une entrevue pour tous les candidatures qu'on reçoit, toujours sur tous les postes. Parce qu'on ne sait jamais qui on va trouver pour le prochain poste à venir. Moi, j'aime bien ça, faire ça.
J'en parle toujours. Il y a toujours une aparté. J'ai une feuille, j'ai un guide. Là, je me suis créé un guide d'ailleurs. C'était dans notre plan d'action initial. J'ai un guide employé que j'ai fait évoluer avec le temps. Je ne me cacherai pas. C'est souvent des jobs que je fais le matin très tôt ou le soir très tard. Mais il y a un 8,5 onces qui est, ben, voici notre engagement en politique en développement durable. Voici à quoi tu peux contribuer parce qu'il y a des choses qui peuvent faire ton affaire. Là, des fois, ils regardent le salaire, il y a une réduction. Souvent, quand tu rentres sur des listes, tu vas vouloir que tu endosses une légère réduction de la masse salariale, sauf que on passe tout de suite à, ben voici ce que tu peux gagner. Fait que c'est en communiquant là qu'on arrive à dire, ben, OK, ben, il y a souvent moins de transport, comment je pourrais dire, justement, l'achat groupé, la réduction. Donc, on le communique toujours en entrevue. Puis, Intéressant. c'est important parce Intéressant. que ils vont te faire parler de ça pendant des années. Vraiment intéressant. Ben, écoute, je crois qu'on va arrêter là. Je termine, en fait, on a dépassé d'un petit pas loin de 10 minutes, donc on pourrait poursuivre encore longtemps parce que c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui ont des questions, on peut rester encore peut-être quelques minutes, mais sinon, officiellement, ça se termine. Donc, je tiens à remercier, Émilie, merci beaucoup là, pour ton Ça fait intervention plaisir. aussi intéressante. Merci, Jonathan, pour ton intervention également. Et je remercie aux gens d'avoir assisté à la présentation. J'espère que ça vous a inspiré. Et pour ceux qui souhaitent, les entreprises qui souhaitent passer à l'action, qui veulent en savoir plus, je vous invite à communiquer avec les partenaires du projet qui vont pouvoir soit que vous inclure dans la cohorte, la première cohorte, ou garder votre nom pour la prochaine cohorte, parce qu'il y a déjà, ça avance bien, là, le recrutement des participants, en considérant que c'est gratuit pour participer aux cohortes dans chacune des provinces de l'Atlantique. Donc, je vous remercie beaucoup et, pardon, une question. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.